merci à l'usinerie pour l'invitation. Alors, essayez de ne pas trop faire des slides, on est là pour échanger, j'imagine. Donc, Charlie Ami, je suis CTO chez Ayrton aujourd'hui. On est une société de pas loin de 80 personnes basée à Lyon, qui existe depuis 15 ans et qui est vraiment spécialisée dans la réalisation de produits et de solutions connectées, IoT. Moi-même, je suis dans des sujets IoT et M2M depuis aussi une quinzaine d'années. Et donc, l'idée, c'était de partager, faire un retour d'expérience sur les projets qu'on rencontre et les démarches qu'on rencontre. Quel genre de produit, quel type de produit vous concevez, vous installez, vous commercialisez? Donc, on est multimétier sur tout ce dont il y a besoin pour faire du produit connecté, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs en mécanique, en électronique, en logiciel. L'IoT, c'est justement c'est pas un domaine qui a un contour très bien défini. On est vraiment au carrefour de beaucoup de choses, puisqu'on met en œuvre des technologies qu'on retrouve ailleurs, mais c'est principalement faire ce lien entre le monde physique et le monde logiciel, le monde numérique. Et donc c'est ça qui rend aussi le domaine si complexe et parfois qui, pour des acteurs qui viennent de l'industrie, rend le tout très, très brumeux. Et donc derrière, pour parler plus concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de réalisation? On a à la fois des produits qui sont plutôt dédiés au secteur du grand public. Donc on peut travailler avec des produits que vous pourriez avoir chez vous, des équivalents de Thermomix, de machines à café, des airbags pour motocyclistes, des box domotiques. Voilà. Et puis on a des produits qui sont plutôt à destination des professionnels, donc des équipements que vous pourriez retrouver dans vos usines, autour du traitement de flux d'air par exemple, autour de la gestion de l'énergie. On travaille beaucoup avec EDF, ENR, avec Schneider aussi sur des sujets électriques de panneaux électriques connectés ou de suivi d'installations photovoltaïques, qui est notre métier d'origine chez Ayrton. Très bien. Et si vous deviez définir ce qu'est un IoT, que diriez-vous? Du coup, donc IoT, donc Internet of Things, c'est cette idée de l'Internet des objets. En fait, c'est un concept qui date de loin. En fait, c'est des termes qui ont été inventés dans les années 80. L'idée, la tendance globale, de toute manière, qu'on connaît tous, c'est celle de l'informatique qui s'est démocratisée à très très grande échelle. Donc là où avant, avoir un ordinateur, c'était quelques entreprises dans le monde, maintenant on en a tous dans les poches. Et on retrouve de la puissance de calcul, de l'intelligence et de la connectivité dans des objets du quotidien. Donc cette grande démocratisation, ça a amené à inventer des nouveaux produits et des nouveaux usages. Et donc l'IoT, c'est ça. C'est un terme qui est presque un peu has-been maintenant, presque. On a une espèce de bulle autour de l'IoT. Et je pense que le titre autour du gadget de l'IoT, c'est un peu ce qu'on a pu vivre il y a peut-être maintenant 5-6 ans avec des salons, avec énormément de produits. L'idée de mettre de la connectivité et de l'IoT dans tout un tas de produits start-up, etc. On a eu une espèce d'avalanche de ces réalisations-là. Et moi, à mon sens, ce qu'on observe maintenant, c'est au contraire une forme de maturité. On a passé cette vague-là et on retombe dans des usages qui sont mieux maîtrisés. Et finalement, on ne parle plus trop de l'IoT en soi, ou de ces technologies-là pour elles-mêmes, mais plutôt des usages en fait. Ce qui va compter maintenant, ce n'est pas tellement est-ce que je fais de l'IoT, mais c'est plutôt est-ce que je fais d'industrie 4.0, est-ce que je suis en train de travailler sur des sujets d'optimisation de supply chain ou de lignes de production, ou au contraire, est-ce que je suis en train de proposer des produits qui deviennent des services. Donc je pense qu'à terme, ça a plutôt vocation à disparaître d'être spécialiste de l'IoT pour plutôt s'infuser dans les métiers. Donc, en fait, ce que Anne-Sophie disait tout à l'heure en introduction, c'est une brique de la numérisation ou de l'industrie 4.0. Pour l'industrie, les objets connectés tels que vous venez de les décrire portent quels objectifs et quels enjeux? Alors pour l'industrie, il y a deux approches différentes. Enfin, il y a deux approches qui sont complémentaires. Ce qu'on voit, on a nous, dans nos clients industriels, des personnes qui sont plutôt en train de transformer, de changer leurs produits. C'est-à-dire que jusque-là, ils fabriquaient des produits, par exemple des systèmes de ventilation, qui étaient vendus, qui étaient installés, et puis ils passaient aux clients suivants, etc. Et les technologies du domaine de l'IoT peuvent être intégrées dans ces produits pour en faire des produits connectés. Et donc ça peut transformer vraiment des business models d'industriels. On ne vendra plus tellement du produit, mais on peut vendre du service. On crée une relation avec nos utilisateurs. On collecte de l'information aussi. Donc ça, c'est un levier pour mieux connaître son matériel, le suivre tout au long de son cycle de vie, optimiser aussi la manière dont on les conçoit et dont on les réalise.
Donc ça peut transformer la démarche même du produit, de l'offre de l'industriel. Et puis après, il se passe des choses en interne, c'est-à-dire qu'au sein même d'une usine, le long de sa chaîne logistique, de transport, etc., eh ben, on peut utiliser plutôt du coup des offres IoT qui sont sur étagère de partenaires, de fournisseurs, et les intégrer dans un tout qui va faire qu'on va optimiser nos process. Donc ça peut être optimiser, savoir où se trouvent mes stocks, où se trouvent mes équipements en cours de livraison. Ça peut être au sein de mon usine. Comment est-ce que je consomme mon énergie? C'est un très très gros sujet aujourd'hui, l'énergie évidemment. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ça. Donc mesurer beaucoup plus finement où est-ce que j'ai mes consommations, faire du pilotage plus intelligent de à quel moment je vais faire par exemple la chauffe de différents locaux techniques. Et puis ça peut être vraiment sur la chaîne de production aussi, d'avoir des points de mesure et de contrôle le long de cette chaîne de production sur la qualité de ce que je produis. Donc là, on va commencer à toucher éventuellement des sujets de robotique, là tout à l'heure qui ont été mentionnés, d'analyse par vision de la qualité de ce qui sort de mes chaînes, par exemple. Voilà, donc on va être plutôt dans l'optimisation du process, soit en consommation de ressources, soit en qualité produite. Très bien. Et en termes d'infrastructure, quels sont les enjeux d'installer des objets connectés? Alors, donc si on parle vraiment de la partie optimisation de process qui se passe en interne, il y a un enjeu assez fort, et pour moi qui est vraiment une notion que j'aime bien souligner, c'est on est sur cette IoT, potentiellement on a récupéré des objets qui sont sur étagère, dans des catalogues, etc., qui ont leur propre système de connectivité. Et donc, il y a toujours un flou, un doute autour de est-ce qu'on est dans le domaine de l'informatique? J'avais déjà de l'informatique dans mon usine, est-ce que l'IoT, est-ce que je rattache ça à ma DSI? Est-ce que c'est mon responsable informatique qui va être en charge de cette partie IoT? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas tellement? Donc ça pose des questions organisationnelles. Et évidemment, quand on pense industrie et IoT, il y a un sujet aussi qui est très présent, c'est celui de la sécurité. On a tous croisé des articles divers et variés sur des usines qui soit avaient des interruptions de production parce que les choses avaient été mal faites, soit même été attaquées. On pense aux attaques sur les hôpitaux. Enfin, voilà, tout ce qui est cybersécurité, ça devient un véritable enjeu. Et donc, venir intégrer dans son usine des équipements connectés, c'est aussi potentiellement créer des portes d'entrée pour ce type de problème. Donc c'est un vrai enjeu. Et donc du coup, choisir cette infrastructure quel pont est-ce que je fais entre mon usine et l'extérieur et d'autres sites. J'ai envie souvent de collecter de l'information sur plusieurs sites. Si j'ai plusieurs sites de production, centraliser ces informations-là, mais donc j'ouvre un peu mon usine, quoi. Ce qui peut être intéressant là-dedans, donc déjà il faut avoir cette notion en tête, il ne faut pas du tout négliger l'aspect sécurité, donc il faut s'appuyer sur des experts dans ce domaine et pas s'improviser là-dessus. Mais il y a une opportunité aussi, puisque comme on le voit, l'IoT déjà c'est pas un seul domaine, c'est plein de sujets qu'on va mettre ensemble, donc on est beaucoup dans de l'intégration. Et on est aussi beaucoup on est aussi en train d'apprendre avec l'humain, on va changer potentiellement nos pratiques au sein de nos usines. On va aussi découvrir la donnée qu'on est capable d'avoir sur nos produits, nos lignes de production. Donc on va être dans une forme d'exploration. Donc on va être dans une forme d'exploration et donc on passe souvent par des phases de prototypage, d'essai, d'expérimentation à petite échelle. Et donc il y a un levier, enfin il y a une manière d'aborder ça qui est finalement de ne pas se mettre sur l'infrastructure critique de l'usine quand on est dans cette phase d'expérimentation. On peut équiper des machines-outils sur une ligne de production et collecter l'information sur ces machines sans pour autant se mettre vraiment sur le réseau critique des machines et s'exposer à des coupures de fonctionnement et de production. Par exemple, ce qu'on observe sur beaucoup de cas récemment, il y a beaucoup de choses autour de l'analyse vibratoire sur les machines. On peut mettre un équipement qui est vraiment externe à la machine qui fabrique les produits, mais on va mesurer, alors ça peut être aussi sa consommation électrique, ça peut être des analyses vibratoires. On va être capable de récupérer des informations sur est-ce que ma ligne fonctionne, est-ce que je détecte des pannes, des interruptions, ce genre de choses, sans pour autant me mettre vraiment sur le réseau interne de l'usine et potentiellement devoir cocher toutes ces cases de sécurité pour ne pas créer de problème. Donc ça peut être une manière d'aborder la chose, finalement, de faire un système à côté, au moins dans une phase d'expérimentation, et après, évidemment, réintégrer ça en menant des études approfondies de sécurité. Ce qui serait peut-être intéressant, parce que vous nous avez présenté une approche globale, ce serait d'aborder quelques exemples
y compris d'installations que vous avez pu faire. Je crois que vous avez d'ailleurs résumé quelques exemples sur une slide qu'on peut éventuellement diffuser. On a besoin de vous visualiser, de comprendre très précisément et très concrètement ce que ça peut donner un IoT dans une installation industrielle. Par exemple, voilà. Donc je vais... alors, c'est peut-être pas celle-là. Pardon. Voilà. Perspective, ça, je pense qu'on a parlé de ce genre de choses, des enjeux aussi. Je pensais à l'image avant où la liste des produits. Voilà. Des listes de produits qu'on a fait. C'était pas forcément que de l'industrie d'ailleurs, mais oui, c'est pas que de l'industrie. C'est pour illustrer nous des types de projets qu'on aborde. Mais ce qui va pouvoir parler le plus, donc il y a des produits qui sont plutôt, il y a des produits connectés qui sont à destination du grand public. Il y a des choses qu'on va retrouver dans des mondes plus métiers. Donc, par exemple, il y a tout un sujet autour de la Smart City. C'est un des domaines d'application de l'IoT. Donc, c'est vraiment la ville intelligente ou l'infrastructure ville. Et il y a beaucoup de choses qui sont maintenant très très matures au niveau de la gestion des éclairages de ville, au niveau de la gestion aussi de présence, de circulation sur les infrastructures. Donc par exemple, quand on pense au système de transport en commun, de feu, de boucles de présence au niveau des carrefours, voilà, il y a les métropoles sont beaucoup équipées là-dessus. Et donc, ça c'est une dimension optimisation qu'on peut projeter dans le monde de l'industrie en soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les villes s'équipent de systèmes pour faire de la programmation au niveau de leur système d'éclairage, pour par exemple diminuer la puissance des systèmes d'éclairage, voire même mettre dans le noir certaines rues, en fonction de la présence ou pas des habitudes des personnes qui sont là-dedans, dans l'idée d'une optimisation de la consommation électrique. C'est vraiment ça qui est recherché. C'est-à-dire que l'idée d'installer juste un capteur qui déclenche l'éclairage quand quelqu'un passe dans la rue, par exemple, ça, c'est pas de l'IoT. Ça, c'est le degré zéro de l'IoT. Alors dans l'IoT, souvent, il y a cette dimension de connectivité, donc il y a souvent cette idée d'une gestion centralisée d'ensemble. On fait remonter, on collecte de la donnée, on la fait remonter et on la gère pour en faire quelque chose derrière. C'est ça l'idée. Donc, par exemple, on a fait un projet pour le groupe Lacroix et pour la ville de Casablanca pour son système de tramway. Le sujet était en fait l'optimisation des temps de traversée des tramways sur la ville. En fait, un tramway qui circule en ville, il va arriver à chaque fois à un carrefour. Il y a tout un automate qui gère le carrefour. Et on va régler en fait des notions de délai d'approche, etc. C'est-à-dire combien de temps à l'avance est-ce qu'on va mettre le feu rouge aux voitures pour que le tramway puisse passer. Donc il y a des cas où il y a deux cas problématiques. Il y a le cas où le tramway arrive et c'est pas lui qui a la priorité, il est obligé de s'arrêter, donc on perd du temps. Et il y a le cas aussi où on arrête la circulation des voitures trop tôt et le tramway passe plus tard, quoi. Et donc on a travaillé sur tout ce sujet-là pour un système de collecte qui centralisait toutes les informations de mesure des passages au rouge, au vert de tous les carrefours, des passages de tramway, etc. Et aussi des densités de voitures dans les rues, pour que derrière, en fait, des experts de ce métier-là, il faut avoir un regard métier évidemment, s'appuient là-dessus pour optimiser ce système-là et se rendre compte que, on peut, sur tel ou tel carrefour, en changeant les paramètres, on va s'approcher vraiment de ce qu'on observe sur le terrain. Et puis peut-être qu'il y a certains jours, on va pouvoir aussi diffuser de l'intelligence. Et ça, c'est possible parce que maintenant, sur chaque carrefour, il y a un ordinateur qui est vraiment capable de prendre des décisions bien plus complexes que ce qu'on avait avant. Et donc, pouvoir avoir des règles fines sur, il y a certains jours, à certaines heures, il y a un marché dans tel quartier, donc on va changer aussi la manière dont le carrefour lui-même se comporte. Et voilà. Et donc, il y a cette boucle permanente d'optimisation. Pour ça, il faut prendre de l'information, comparer du théorique, du réel. Et puis, il faut pouvoir agir aussi pour changer le comportement local. Et on apprend en permanence. Voilà, ça, c'est un cas Smart City, mais c'est représentatif de la démarche qu'il y a aussi en usine. Voilà. J'ai un client qui est vraiment pour une application industrielle là, où on est assez avancé en cours de discussion. Donc, c'est des machines industrielles de découpe qui font des découpes de pièces, surtout de tissus et de papier, par exemple. Donc, pensez par exemple à la production de serviettes hygiéniques ou des choses comme ça. Donc, des machines de découpe qui font des centaines de découpes à la minute. Et donc, il y a un sujet d'usure sur certaines de ces pièces, des lames, des couteaux, en fait, pour ces machines. Et donc, amener de l'IoT sur ce genre de sujet, ça permet de suivre quelle est l'utilisation réelle de ces couteaux, de comparer, en fait, d'avoir un suivi clair entre la qualité, on va faire régulièrement des mesures dans quel état se trouvent ces coupes,
On va pouvoir, en fonction des pressions dans les machines, savoir est-ce que la lame est usée ou pas. Et donc en fait, on collecte beaucoup d'informations là-dessus sur le constructeur a ses modèles théoriques, mais comment ça se passe vraiment dans la pratique. Et aussi conseiller les utilisateurs finaux, donc des industriels qui achètent ces machines et qui les mettent sur la ligne de production, les conseiller sur la manière dont ils gèrent aujourd'hui leur machine. Et l'objectif derrière, c'est en fait, optimiser le rendement de ces couteaux pour qu'ils soient utilisés plus longtemps qu'ils ne le sont aujourd'hui. Parfois, ils étaient aiguisés trop tôt, parfois ils étaient remplacés trop tôt. Donc maximiser en fait la durée de vie de ces pièces-là. Et aussi impacter l'ingénierie du fabricant qui va changer aussi potentiellement la manière dont il conçoit ces pièces pour les penser pour la durabilité. Donc il y a vraiment beaucoup de valeur dans cette donnée. Alors c'est du travail, hein, donc le point de départ c'est de la collecter et après il y a un travail qui est très métier qui peut prendre du temps, mais il faut bien commencer un jour d'amélioration continue de ça. Très bien. Donc pour répondre à la question justement qu'on posait en titre d'intervention, est-ce que les IoT sont un gadget ? Donc c'est un outil et comme tout outil, c'est quelque chose qui peut être bien utilisé ou qui peut mal être utilisé, qui peut être superflu ou qui peut être bienvenu. Donc le sujet, il y a beaucoup de technologies là derrière. Chez nous, on a beaucoup d'ingénieurs qui sont des passionnés, qui sont des passionnés de tous ces sujets-là. Il y a des tas de sujets, que ce soit les protocoles radio, que ce soit des technologies électroniques, etc. On peut passer sa vie dans ces choses-là. Il faut toujours partir d'un objectif sur ces projets-là. On ne peut pas réussir un projet sans savoir ce qu'on y recherche. Et donc la phase amont d'audit, de prise de conseil, d'aller chercher des retours d'expérience chez d'autres industriels, d'autres entreprises équivalentes qu'on fait travailler. Je pense que tout ce qui est animé avec l'usinerie, typiquement, ça a vraiment beaucoup de valeur pour déjà partir dans la bonne direction. Et il faut garder ces objectifs tout au long du projet pour ne pas se perdre en route. Il y a quelque chose qui aide dans ces sujets-là, c'est qu'on est dans ce domaine du logiciel qui a été toujours très agile en comparaison de ce qu'on sait faire dans la mécanique, dans le développement d'appareils industriels. Donc il y a des méthodologies très intéressantes qui viennent de ça, avec des itérations courtes, avec beaucoup d'expérimentation. Il faut intégrer ça dans sa démarche, partir du principe que quand bien même on a fait un audit, quand bien même on a rassemblé beaucoup d'informations, notre projet sera unique. Et donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'on atterrira dans 1 an, dans 2 ans. Mais donc il faut se donner des points très fréquents de bilan, de qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir comme résultat concret et quelle est l'étape d'après. Parfois il y a des impasses, parfois il faut réorienter des choses. Donc voilà, ce côté agilité, itération est très important. Et donc est-ce que c'est un gadget ? Voilà, ça c'est les réponses d'ingénieurs, ça dépend. Ça dépend. Alors ça c'est l'objectif final, vous venez de l'expliquer. Moi, je voudrais qu'on revienne au tout début, c'est-à-dire l'entreprise qui se pose des questions et qui éventuellement est prête à sauter le pas. Comment s'y prendre ? Déjà dans l'entreprise, qui doit piloter ce genre de projet ? Est-ce que c'est direction technique, DSI avec ou sans un partenaire comme vous, un spécialiste du sujet ? A priori, ça paraît difficile de se passer de l'expertise extérieure. Voilà. Comment est-ce qu'on enclenche la démarche ? Donc effectivement, il faut. C'est souvent au carrefour de beaucoup de choses. Nous, on a souvent en face de nous des directions marketing, des directions R&D, des directions de site, la DSI. Donc c'est souvent au carrefour de beaucoup de choses. Donc il faut clairement, il faut une conviction au niveau direction d'entreprise claire. Et ce qui marche plutôt bien, c'est de créer une équipe projet autonome qui va rassembler la représentation de ces différents métiers pour définir vraiment ce périmètre et pour lancer les premières phases. Il faut avoir une réussite locale avant de passer à l'échelle. Faire un Big Bang sur tous ces sites à la fois en même temps, c'est très très risqué. Donc voilà, un mode avec vraiment un tampon de la direction, un objectif ciblé. Donc cet objectif, ça peut être réduire des coûts, augmenter de la qualité, ça peut être traiter le sujet de l'énergie et maîtriser où sont nos postes de dépenses en énergie aujourd'hui sur nos sites et savoir où on va travailler. Ça peut être travailler son business model pour ce que je disais, changer les produits, la manière dont on vend nos produits, offrir du service autour de ça. Et derrière, créer une entité autonome, à mon sens,
avec des représentants de ces différents métiers, mais qui vont travailler ensemble, qui vont avoir du temps alloué pour ça et qui vont vraiment pouvoir, sur un site, sur un usage, prouver en fait, mettre en œuvre la technologie et prouver le résultat avant de le passer à l'échelle. Donc mesurer en fait. De la même manière que l'IoT vient aider à mesurer, il faut mesurer l'effet du projet lui-même avant de le répandre. Et donc oui, il y a plein de formules d'accompagnement qui existent. On est un peu dans ce monde de l'intégration. Donc on peut trouver des acteurs qui sont petits, avec quelques personnes qui sont plutôt dans le conseil, qui peuvent être très expérimentés, qui peuvent donner une vision d'ensemble. Et puis après, il y a des acteurs qui sont plutôt des fournisseurs de solutions. Donc nous, on est plutôt on est intégrateurs et on fabrique des choses sur mesure. Donc on est un acteur dans cet écosystème parmi d'autres. Il faut faire attention, il n'y a pas de baguette magique. Donc il faut faire attention aux offres présentées comme étant la solution à tout, la plateforme data magique qui remplit tous les use cases, etc. C'est rarement le cas. Et voilà. Donc c'est un écosystème qui est assez dense. Donc se faire accompagner par des acteurs tels que l'usinerie, par des collectifs, c'est intéressant, je pense. Et du coup, ça ne coûte pas forcément très cher de se lancer dans l'IoT, du coup, si on y va pas à pas. Alors, oui, tout à fait. Évidemment, ramener l'IoT sur un cas d'application, équiper une machine pour suivre une consommation électrique, ça peut coûter, en soi, le matériel en lui-même coûte peu cher. Et collecter de l'information de consommation, ça peut être des investissements qui sont de quelques centaines d'euros à toute petite micro-échelle. Évidemment, quand on est sur des vrais sujets industriels, on vise au-delà de ça, mais il y a vraiment toutes les échelles de projet. Il ne faut pas hésiter à commencer avec des choses simples. Il y a pas très longtemps, j'étais chez RTE, et même chez RTE, on a des équipes qui achètent pour quelques centaines d'euros de matériel pour piloter des équipements à distance. Ils avaient un besoin et ils y ont répondu très localement, quoi. Et le plus intéressant, c'est quand il y a un besoin qui est tellement critique local, qu'il y a des équipes qui ont trouvé leur propre solution et que ça, on veut le transformer à l'échelle d'une entreprise. La meilleure validation de ce genre de démarche, c'est que les personnes qui rencontraient la difficulté ou qui avaient ce besoin d'amélioration étaient tellement dans la frustration et dans le besoin qu'elles ont elles-mêmes été chercher les solutions, quoi. Ça, c'est un facteur clé de réussite si ça vient des utilisateurs. Et donc pourquoi l'IoT rend les entreprises plus performantes, si vous deviez résumer? Pour tout ce que j'ai décrit, quoi. Là où jusqu'à maintenant, on pouvait être aveugle sur tout un tas de choses, on pouvait d'avoir que des données de l'ordre du ressenti ou de l'empirique ou des choses très hypothétiques sur où se trouvent mes principales dépenses énergétiques, où est-ce que je perds de la chaleur dans mes bâtiments, où est-ce que ma chaîne de production prend du retard, où se trouvent mes stocks que j'arrive pas à retrouver. On crée de l'information là-dessus, où se trouvent mes défauts de qualité sur mes pièces et qu'est-ce qui les cause. On passe de ce monde-là où tout était très hypothétique à un monde où on a de la donnée dessus, fiable, et potentiellement même quasiment en temps réel. Donc ça change la donne pour aller optimiser les aspects qui nous intéressent. Ça demande un effort réel et ça prend du temps. Mais c'est toute une batterie d'outils qui était inaccessible jusqu'à il y a quelques années pour des PME ou pour des filiales innovantes et qui maintenant le sont et en plus ont mûri. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Charlie Ami, CTO de Ayrton? Monsieur. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que notre matinée est enregistrée, donc ça ne diffuse pas ça ne sonorise pas, mais ça permet de réécouter ensuite. Non, j'avais une question concernant le traitement des données qui en fait permettra une valeur ajoutée derrière. Comment vous faites aujourd'hui, quelle est la phase? Parce que l'IoT en fait coûte très peu cher. Par contre, le traitement des données, ce qu'on va en faire derrière est plus important pour décider si c'est utile ou pas. Qu'en pensez-vous et comment vous voyez la chose? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'IoT, c'est un peu c'est la frontière entre ce monde physique, donc potentiellement les machines ou le terrain des utilisateurs,
Et vraiment, on rentre dans le monde de l'IT. L'IoT débouche sur la partie vraiment système d'information. Donc là, on se retrouve face à des problématiques de données qui peuvent exister dans des domaines où il n'y a pas du tout d'équipement sur le terrain. Donc, que dire? C'est un domaine qui est très large en soi aussi, le traitement de la data. Après l'IoT, il y a eu cette vague aussi, presque un peu après, il y a des modes, hein, on le voit sur les conférences, de tout ce qui était la démarche Big Data, et puis maintenant on parle beaucoup de machine learning et de ce genre de dimensions. Donc pareil, c'est un métier, il y a des outillages très riches, pareil qu'on mûrit sur la manière de traiter la data, d'extraire des tendances, d'extraire des modèles sur des données qui parfois sont très brouillonnes, déconstruites. Une bonne démarche data, parce que nous on a vu comme démarche data intéressante qui réussissait, c'est toujours un mélange entre de l'outillage technique, c'est-à-dire savoir traiter des données dans des grands volumes, savoir appliquer des formules, valider, créer des modèles et les valider sur des données brutes qu'on a collectées, et aussi des connaissances métiers. On ne peut pas correctement traiter un problème de qualité sur des pièces qui sortent d'une ligne de production sans comprendre tout le procédé que suit cette pièce et quelle est la destination de cette pièce, quoi. On ne peut pas demander à un data scientist. Par exemple, on a travaillé, ah oui, elle est pas bien comme ça. On a travaillé nous sur le domaine du home farming. Le home farming, c'est la culture en intérieur dans des équipements qui sont tout automatisés. Donc, imaginez de la culture un potager en fait dans une machine régulée en température avec des éclairages pilotés, etc. Et donc, autour de ça, on a travaillé sur des sujets de modèles de croissance de ces plantes dans ces machines. Et ben pour faire ça, il faut un expert en botanique, évidemment. On ne peut pas juste lâcher un data scientist et dire vas-y, trouve-moi comment est-ce qu'on fait pousser des plantes comme ça. Donc voilà, des outils et des connaissances métiers. Et ce qu'amène l'IoT là-dedans, c'est ce côté flux d'informations permanent. Et donc on va pouvoir rentrer dans ce cycle d'itération et d'amélioration continue. De plus en plus, on trouve du machine learning ou de l'intelligence artificielle, qui est le terme un peu plus commercial, on va dire, dans des objets. On va avoir des objets qui vont pouvoir prendre des décisions complexes. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de l'analyse vibratoire sur des machines-outils. Faire de l'analyse vibratoire sur des machines-outils, on ne va pas envoyer toutes ces données-là jusqu'à un cloud avec le flux permanent de l'enregistrement des vibrations sur les machines. On veut que ce soit traité au niveau de la machine et que localement, on nous dise « là, il y a un problème ». Et ben, ça veut dire qu'on a commencé par collecter des informations très très brutes. On a trouvé là-dedans quelles étaient les fréquences à observer, quelles étaient les transformations spectrales à appliquer pour détecter là, il y a un fonctionnement normal, là, il y a un début de défaut ou il y a une dérive. Et après, on a descendu ça dans l'objet sur la machine pour qu'il soit capable de le traiter localement, quoi. Donc, quand on revient sur le terrain aussi, c'est l'IoT. Des fois, la conséquence de la démarche data, c'est de tomber sur cette partie IoT. Voilà, j'ai donné quelques items. C'est un sujet très large, j'ai pas de réponse. L'intelligence artificielle, c'est derrière l'invention. Ouais. Pour construire un modèle, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'intelligence artificielle Ce qu'on appelle souvent plus le machine learning pour les gens qui font. Mais donc l'idée, effectivement, c'est donc ça, c'est des familles d'algorithmes qui prennent des données qui sont complexes, qui sont riches, et qui vont quelque part en sortir des résultats beaucoup plus concis, quoi. Mais en mode un peu boîte noire. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu demander à quelqu'un d'écrire la formule à l'avance. On va avoir des outils qui vont d'eux-mêmes déterminer qu'est-ce qui, dans tout ce bruit, est significatif et permet de donner une note, de prendre une décision. Donc il y a une démarche dans le machine learning qui est d'abord on commence avec un jeu de données brutes. J'ai enregistré des vibrations sur mes machines-outils et j'ai relevé à quel moment est-ce qu'elles avaient des dérives de performance. Et donc on va créer un modèle à partir de ça qui est capable de prendre des vibrations et de donner un risque de panne ou de présence de défaut. Et donc pour tester la qualité de ce modèle-là, en fait, en général, on sépare en deux les données. Il y a les données sur lesquelles on a fait l'apprentissage et les données sur lesquelles on va valider la performance du modèle qu'on a créé. Et ensuite, ce modèle, on va le mettre en utilisation. Et l'idée, c'est de l'avoir sur le terrain pour que, justement, il filtre toutes ces données, ce bruit, et il sorte des indications. Mais si derrière, on pourra comparer, et voilà, j'ai une machine qui m'a dit « attention, je pense que j'ai un début de défaut », on va pouvoir observer derrière, est-ce que véritablement il y avait un début de défaut, et on pourra juger la qualité de cette approche. Donc ça existe vraiment.
Il y a aussi tout un autre domaine qui est intéressant d'ailleurs pour les industriels autour de l'IA, du machine learning, c'est le traitement de données d'images et de flux vidéo et de vision, pour ce qui est de reconnaître l'état d'un matériau, de quelque chose qui sort d'une ligne d'assemblage, voire même aider à faire des assemblages. Donc il y a plein de choses autour de ça. Nous, on a vu passer des sujets, par exemple, qui observaient des câbles, vous savez, des remontées mécaniques, donc qui en fait voyaient passer ces câbles de remontée mécanique. Alors c'était pas exactement de la vidéo, c'était plutôt de l'analyse de champs électromagnétiques, mais qui en gros étaient capables de juger de la qualité des câbles alors qu'ils sont en fonctionnement en permanence. Et donc ça, c'est très compliqué tous ces traitements-là s'appuient sur ce genre de technologie de machine learning, d'intelligence artificielle. Parce qu'on ne pourrait pas difficilement avoir un humain lui-même qui code cette règle-là, quoi. Il y a une phase d'auto-création de cet algorithme. Ça, c'est tout un champ d'application. Et avec la robotique, la vision devient très très importante, évidemment. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? De quelle manière concevez-vous les architectures, compte tenu de ce qu'on vient d'aborder et de ce que vous avez abordé, c'est-à-dire la répartition des fonctions du système d'information IoT et autres, notamment l'intégration avec le système d'information. Lorsqu'on parle répartition des fonctions, on a parlé de collecte, mais vous venez de dire que très vite ça va évoluer vers du traitement éventuellement. On a des arbitrages donc de répartition et aussi des arbitrages de coûts d'exploitation du réseau selon qu'on fasse un choix LoRa, MQTT ou des protocoles plus coûteux. On va vite arriver à des niveaux et à des enveloppes financières qui sont conséquentes. Donc de quelle façon assurez-vous et l'équilibrage et l'optimisation des coûts sur ces architectures et leur intégration dans le système plus global? D'accord. Donc je comprends la question sur les coûts d'infrastructure. Coûts d'infrastructure IoT, mais aussi coûts d'infrastructure de gestion et d'intégration avec le système d'information et coûts d'exploitation liés aux ressources réseau pour remonter et traiter les données. Donc il y a, comme ça, rapidement, je dirais qu'il y a 3 grands postes. Il y a tout ce qui est vraiment matériel, c'est-à-dire voilà, des capteurs, des passerelles, des choses comme ça. Il y a ce qui va être du récurrent, et notamment tout ce qui est connectivité. Donc effectivement, si on utilise du LoRa et qu'on utilise un réseau opéré, tel que Orange, voilà, il va y avoir des coûts liés à ça. Si on utilise de la 2G, de la 3G, on va payer une carte SIM, un abonnement avec de la consommation de données dessus. Donc ça va être des coûts récurrents de l'usage d'instruments. Et après, il y a des coûts plus informatiques, je dirais, qui peuvent être internalisés si vous avez vos propres serveurs sur vos sites, etc. Ou on voit beaucoup d'acteurs de plus en plus qui vont vers le cloud. Donc en fait, c'est des infrastructures qui sont opérées par d'autres et qui sont en location, de votre point de vue, quoi. Donc ça fait beaucoup de paramètres. Donc effectivement, dans la démarche, si on cherche à optimiser du coût, par exemple avoir moins de rebut sur nos productions, mais que finalement, ce qu'on a gagné là, on l'a perdu dans tous ces coûts d'informatique, de conseils, etc., on a un peu manqué notre objectif premier, quoi. C'est pas toujours évident de répondre à l'avance, mais par contre, c'est là où c'est important, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un objectif, d'avoir une ligne de mire, et de se rendre compte éventuellement qu'on part dans la mauvaise direction. Mais si on part avec une contrainte d'optimiser des dépenses, il faut que ça soit vraiment le fil rouge de toute la démarche. Et derrière, il y a plein de manières d'aller chercher des optimisations derrière ça. Encore faut-il maîtriser qu'est-ce qui est disponible en fait. Donc c'est là où c'est important d'aller se tourner vers des personnes qui sont spécialistes, qui sauront faire un comparatif entre voilà les différentes options auxquelles on a. En général, choisir entre LoRa ou de la 5G ou des infrastructures privées, ça va amener des impacts de coûts, mais en fait surtout derrière ça cache aussi des impacts fonctionnels. On ne peut pas du tout faire la même chose sur un réseau sur du Sigfox ou du LoRa que si on a une vraie connectivité mobile. Donc ça fait souvent, on crée des tableaux, matrices, etc. Nous, on fait ce genre d'audit ou d'analyse pour dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui nous semble intéressant vis-à-vis de vos contraintes. Faire des estimations de coûts en exploitation, c'est des choses qu'on sait faire. Après, même des grands acteurs, pour avoir travaillé, on a travaillé avec PSA par exemple, sur le passage au cloud de leur plateforme véhicule connecté. Même un grand acteur comme PSA ne sait pas calculer à l'avance combien ça va lui coûter en exploitation sur une infrastructure comme ça.
Et donc la démarche, elle est là aussi un peu expérimentale. C'est-à-dire qu'on prend l'existant, on le déplace vers le cloud, chez Amazon, et on va simuler son usage sur un cas réel pendant plusieurs mois pour voir vraiment où on en est des consommations. Parce que derrière, les factures de ces... Alors là, je parle des cloud providers, donc la partie bancaire. Les factures de ces acteurs-là, elles sont très complexes. En fait, elles prennent en compte des flux réseau, il y a la quantité de machines qu'on connaît, mais il y a plein de facteurs qui viennent se surajouter à ça. Donc malheureusement, il y a du conseil, il faut avoir des gens qui ont des retours d'expérience, qui connaissent aussi toutes les options, parce que peut-être qu'il y a une alternative qu'on n'a pas vu venir qui change la donne. Et puis en permanence, ça évolue. Donc se tourner vers des acteurs qui ont une vision assez générale pour trouver les pistes les plus intéressantes. Mais après, il y aura quand même une phase, malheureusement, de mise en œuvre d'expérimentation. Et donc c'est là où c'est intéressant de le faire à petite échelle, pour valider au moins ce coup-là à petite échelle avant de le passer à plus grande échelle. Merci. Vous évoquez cet aspect expérimentation. On comprend bien que voilà, on est dans cette période où il y a encore pas mal d'incertitudes finalement sur les fonctionnements, les coûts, les retombées. Voilà, on est un petit peu en train de tâter les choses. Sur le plan strictement technique, technologique, les IoT, enfin les objets connectés existent. Technologiquement, ils sont mûrs, vous me diriez, ça fait la transition avec ce qui va suivre, c'est-à-dire des illustrations très concrètes d'objets qu'on va utiliser. En fait, en permanence, c'est un domaine globalement qui est mûr et qui est là depuis un certain temps. Il y a tout un tas d'acteurs qui ont des systèmes connectés depuis très longtemps. Mais finalement, maintenant, on parle d'IoT, mais il y a 20 ans, il y avait déjà une partie des équipements qui étaient connectés. Et dans les usines, on trouve beaucoup, d'ailleurs, d'historique, déjà des technologies de protocoles de communication, de bus, plutôt des bus locaux internes à l'usine. Et donc, c'est une continuité, tout ça, c'est une continuité. Donc, il y a des choses qui sont très matures, et en permanence, il y a aussi des nouvelles approches qui sortent. Donc, il n'y a pas une réponse pour tout, mais en tout cas, mettre en œuvre des équipements connectés dans une usine, il y a effectivement des offres très matures autour de ces sujets, clairement. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième. Et on vous applaudit bien.